Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait. Je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi, on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. C'est parti pour la ville de Brest. Allez, bonjour à tous pour ce premier jour du Tour de France de l'investissement. On arrive à Brest à l'instant et aujourd'hui, ça va être le sourcing, l'analyse et la recherche de biens qu'on va aborder dans cet épisode. Ok, aujourd'hui, on est sur Brest, comme vous le savez. Pourquoi on a choisi Brest? Brest, c'est une ville de plus de 213 000 habitants quand même. C'est tiré par le tourisme, mais aussi bien sûr par l'armée et les activités maritimes. C'est aussi un gros pôle universitaire et surtout, Teddy, c'est notre premier franchisé, d'accord? Il a tout le feedback de 3 années en tant que franchisé et surtout, il a réussi à développer parfaitement son activité, aussi bien sur des immeubles de rapport, sur des appartements, sur de la colocation. Ça va nous permettre finalement de voir toute la diversité qu'on a dans l'investissement. C'est pour ça qu'on est aussi venu ici. On va pouvoir également s'arrêter sur le sourcing du bien, savoir comment il recherche, finalement un peu la genèse des projets. Et puis ensuite, cet après-midi, on va aller sur des projets. Avant de commencer la journée, on va prendre un petit café et ensuite, on part en réunion. Je suis Teddy Mercier, franchisé De Rent Company sur Brest, Morlaix et une deuxième franchise aussi sur Quimper et Lorient. J'ai toujours été artisan, donc j'ai jamais eu de CDI en fait. Sorti de mes études, j'ai été à mon compte. Là, on peut faire un brief de la journée avant de faire le point. Donc aujourd'hui, c'est comment sourcer, comment vous analysez une ville. C'est la première chose qu'on a sur la frise de dérouler, c'est d'étudier le marché. À ce moment-là, on parle beaucoup de l'étude de marché, mais c'est hyper important pour votre investissement. C'est quasiment fondateur dans ce que vous allez faire. Si vous ne connaissez pas le marché, si vous ne connaissez pas la ville, si juste vous vous basez sur quelqu'un qui vous dit c'est bien, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que vous connaissiez la ville, le nombre d'habitants. Il va falloir regarder les points d'intérêt. Qu'est-ce qui tire la ville? Qu'est-ce qui tire la ville vers le haut, mais aussi vers le bas? Il va vraiment falloir comprendre ça. S'il y a des quartiers aussi qui sont en train de se gentrifier, il faut vraiment comprendre un peu les masses qu'il peut avoir. Il faut aussi comprendre la politique qu'il va avoir sur le secteur. À gauche ou à droite, on n'aura pas forcément les mêmes choix. Est-ce que la location de courte durée est appréciée, pas appréciée? Puisque c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose que demain on pourra le faire. L'étude de marché va aussi passer par vos annonces. Il va falloir aller sur Le Bon Coin. Vous allez sur Le Bon Coin, vous prenez des photos d'un joli appartement comme vous espérez le faire et vous mettez de l'annonce du studio, du T2, des chambres en colocation, bref, votre stratégie et vous regardez les demandes qu'il y a. Un conseil, faites-le plutôt le vendredi et vous regardez à la fin du week-end combien vous avez eu de demandes. S'il y a plus de 10 demandes, vous êtes rassuré, mais ensuite vous allez regarder la qualité des demandes. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui ont des garants, des jeunes actifs, des étudiants? Et c'est comme ça que vous allez comprendre un petit peu le marché. Pareil pour la location de courte durée, vous allez appeler des concierges, regardez sur Airbnb, vous avez aussi le site RDNA qui sont finalement les datas d'Airbnb et qui vous permettent d'aller voir le prix de la nuitée, le taux d'occupation médian. Donc faites-vous un vrai avis. Je pense que vous allez investir
plusieurs centaines de milliers d'euros dans un projet immobilier. Et donc, il est important de ne pas se tromper parce que votre financement, lui, il ne va pas se tromper, c'est sur 25 ans. Est-ce que tu peux nous parler du marché de Brest? Brest, c'est 213 000 habitants. Quoi le prix au mètre carré On arrive à acheter entre 1000 et 1500 euros le mètre carré. Donc derrière, tu as 1000 à 1500 euros de travaux, parfois un peu plus Ouais. sur des petites surfaces. Tous les studios sur Brest, on peut, ça vaut entre 3600 et 4000 euros meublés du mètre carré. Ok. Un T4, ça vaudra dans les 3000. Il y a quand même presque Ouais. 20-25% d'écart de prix entre un grand appartement Ouais. et un petit. Ok. Il y a aussi la barrière des 100 000 euros. Sur des petites Sur surfaces des petites tu dis surfaces, Ok. en fait, ouais. Un T2 à moins de 100 000 euros, ça restera pas cher pour Brest. D'accord. Et un studio dans les 65-75 000 euros meublés, Ok. c'est pareil, c'est pas cher non plus pour Brest quand on voit ce qu'il y a à vendre. Qu'est-ce qui tire Brest en activité? Pourquoi il y a de l'activité à Brest? Bah, il y a tout ce qui est arsenal, tout ça, donc militaire. Il y a des grandes entreprises comme Thales et une grosse ville étudiante aussi. Ah, c'est très important d'avoir des étudiants parce que forcément, on va chercher plutôt des petits appartements, T1, T2, et souvent on a des garants, les parents, des choses comme ça. Et c'est rassurant sur le poumon de la ville, quoi. Ça veut dire souvent que c'est une ville-préfecture. Combien il y a d'étudiants, rappelle-nous? 28 000. Donc l'armée, la défense, est-ce qu'il y a un port de commerce, de pêche? Principalement l'armée, Principalement la marine. et puis la marine, puis l'entretien aussi de paquebots, bateaux de croisière. Ah, il y a du chantier naval Oui, aussi. il y a du chantier naval. Ok. Le TGV, Le combien? TGV, petite vitesse. Donc vous êtes à 3h30 de Paris, quoi. C'est pas si bien desservi que ça quand même. Alors Brest attire parce que la rentabilité est bonne par rapport à d'autres villes de Bretagne. En fait, nous, on a beaucoup de clients qui viennent de Vannes, de Rennes, parce que les budgets sont plus abordables sur Brest, la rentabilité est meilleure et la ville va évoluer aussi dans le temps et son prix s'en ressentira derrière. Brest, c'est encore une ville où il faut investir en fait, parce que le prix au mètre carré reste très abordable aujourd'hui, il ne peut faire que grimper en fait. Alors du coup, on a beaucoup de clients qui sont sur des professions libérales, donc tout ce qui est médecin, kiné, ophtalmo. On a aussi des clients qui viennent de la part d'accompagnateurs et là, du coup, Brest leur parle beaucoup parce que ça reste une ville très connue, même en France en fait. Il y a des quartiers, j'imagine, à Brest. Est-ce qu'il y a des quartiers où il faut plutôt investir plutôt que d'autres? Est-ce qu'il y a des quartiers à éviter? Après, il y a des a priori aussi des habitants, que chacun un petit peu préfère la rive droite ou la rive gauche. Dans l'ensemble, on travaille sur les deux rives. Tu peux nous dire les quartiers à éviter? Une partie de Bellevue, et une partie de Bellevue qui est plutôt dédiée aux étudiants. Ok. C'est un peu le défaut en fait, parce que quand on parle aux clients de Bellevue, ils voient que le mauvais côté et pas le bon côté, la proximité avec les étudiants. Qui investit à Brest aujourd'hui? Quelle est votre clientèle? Donc on a des Rennais qui viennent investir à Brest, des Vantech investissent à Brest, puisque finalement vous êtes moins cher que Rennes, et Oui. in fine vous êtes moins cher que Vannes, même si je serais moins catégorique. Vannes, à part la belle côte, Oui, hein, oui. le centre-ville de Vannes ne vaut pas non plus. Rennes est certainement plus cher, plus d'étudiants, plus grande, plus... Donc vous êtes un peu un marché de report. Quand on est à Rennes, on est prêt à faire 1h30 de train ou 2 heures pour aller chercher peut-être un peu plus de rentabilité. C'est dessus. ça, hein, c'est la rentabilité et d'acheter entre 1000 et 1500 euros le mètre carré brut, c'est beaucoup moins cher que sur qu'une Rennes. autre ville, même que Lorient par exemple. Ouais. Si je suis brestois, et pour moi Brest est devenu trop cher, c'est souvent le mal des gens. Quand on vit dans une ville, on se rappelle 20 ans en arrière, quand on a à peu près 40 ans, et on se dit, quand j'étais étudiant, on achetait une poignée de moules, un Mars, c'est 100 euros, et j'achetais un appartement. Et aujourd'hui, même à Bellevue, aujourd'hui à moins de 100 000, j'ai peut-être rien, quoi. Donc souvent, les gens de la ville veulent plus investir dans leur ville. Je sais pas si vous avez ça. On voit les choses et on ne prend que le négatif. Oui, c'est ça. T'as raison. Donc systématiquement, on se reporte Ok. plus ça que de mettre du positif dans notre ville. Ouais, c'est ça. Est-ce que le PLU, le plan local d'urbanisme, et comment il l'applique, ferait que vous pourriez préférer une ville ou une autre? Morlaix va être plus compliqué avec les ABF pour des simples travaux intérieurs. Ils peuvent des PLU placer là. obligatoires, ouais. À Brest, l'urbanisme assez contraignant, le PLU, en fait, les choses sont marquées noir sur blanc. Donc Ok. du coup, ça aide. Et à la différence de Quimper, on a beau respecter le PLU, les projets ne passent pas en fait. Il y a- Non, on a les stationnements, Ouais. on a la végétalisation malgré qu'ils la demandent pas. Mais ils veulent certaines catégories de logements, genre Voilà, T3, En T4, fait, ils veulent pas de division dans des quartiers ils veulent pas de résidentiels. densification. Ouais. Ouais. On a affaire à beaucoup d'interlocuteurs différents sur Brest. Ils doivent être une quinzaine à instruire les dossiers, donc ça laisse quand même. On n'a jamais le même interlocuteur. Quimper, par rapport à Brest, du coup, c'est une ville qui nous refuse les dossiers malgré qu'on respecte le PLU. Une fois que le placo est passé,
Oui. généralement le chantier se passe beaucoup mieux. Oui, bah, de toute façon, il y a cette alternance électricien, tiens, plombier, plaquiste, où faut revenir, faut repartir, etc. Et donc le client, vous pouvez nous en parler maintenant? C'est apporteur d'affaires du coup, Lorraine. Donc vous avez visité, vous avez chiffré le projet en travaux, vous êtes adossé sur votre étude de marché, on en a largement parlé tout à l'heure, vous l'avez envoyé à des prescripteurs et éventuellement des investisseurs en direct. Ouais, Moi, bah, je l'ai envoyé qu'à une seule personne. oui. Donc, Ok. je savais que ça allait. Ça collait Ça allait parfaitement coller avec parce ce que, qu'il cherchait pour, pour son client. Et nous, on avait fait une offre pour bloquer le bien. Ouais. Ok, Oui. d'accord. Donc Ok. à ce moment-là, c'est toi qui as fait l'offre. Ouais. Ok. Ah oui, en général, les biens Mm. où on sait que de toute façon, il sait, ah, moi j'ai un client pour ça, Oui, tac, voilà. je réserve. Je savais parfait. Ouais. Vous payez les prescripteurs? On leur donne 2% du prix des travaux. Ok. Moi, c'est Stéphane Briand. Je travaille chez De Rente depuis 2023 avec Teddy, qui est mon beau-fils. C'est lui qui m'a présenté l'enseigne au niveau de la franchise. Il m'avait un petit peu expliqué. Moi, pendant ce temps-là, j'étais sur une période de transition. J'étais salarié chez un cuisiniste. Donc, j'ai pris une petite année sabbatique à aller avec Teddy l'accompagner en fin de compte pour le démarrage. Une année après, j'étais dans l'entreprise. Entre-temps, ma fille, donc la compagne de Teddy, nous a rejoints aussi. Donc on est tous les trois impliqués dans l'affaire de rente entre Quimper, Brest et Morlaix. J'ai fondé De Rent Company il y a maintenant 6 ans, en ayant entrepris pendant près de 10 ans dans le bâtiment. Et un jour, en ouvrant la porte à quelqu'un, cette personne m'a demandé de faire des travaux clés en main pour des investisseurs, qui est devenu en fait De Rent Company, à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, là où je vis. Et c'est comme ça qu'est né De Rent Company. Je suis très fier de rendre compagnie. On en est fier parce qu'on fait des choses, toutes proportions gardées, pas extraordinaires, mais un petit peu atypiques. Ça nous emmène sur des terrains qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Et en même temps, pour se permettre de le faire maintenant, ça veut dire qu'on a déjà aussi fait un certain parcours. Les travaux clés en main, c'est très abstrait. On est spécialisé dans l'investissement locatif. En tant que tête de réseau, on intervient comme un conseiller. En fait, la franchise, c'est ça, c'est d'acheter un savoir-faire, d'acheter un secteur. Et nous, on vient t'aider en parallèle sur tes forces, mais surtout sur tes faiblesses. On est plus vu comme une épaule, comme un grand frère. On est rive droite, c'est une division en 4 appartements. Ça peut toucher la plupart des investisseurs. Bon, bah allez, on y va. Let's go. Bon, donc Teddy, on le voit là, tu es à l'étape 4. Vous êtes à l'étape 4, cloison sèche, et vous avez déjà fait une partie des alimentations en eau, des préparations, tu nous as dit. Ouais, tout ce qui est tranché, ça a déjà été fait avec Ok. tout ce qui est évacuation. Passage de VMC, doublage des murs, je vois qu'il y a des cloisons SAD qui ont été Ouais. commencées C'est ça. à cet endroit-là. Vous faites des plans, vous faites des cahiers des charges. À chaque fois qu'il y a un projet, un cahier des charges, une vidéo par étape, des plans, etc. Et donc là, on a le plan de l'électricité. Ouais. Que vous plastifiez du coup, Ouais. forcément, pour l'humidité bretonne. Donc là, tu as le rez-de-chaussée. Ok, donc là, vous avez 2 appartements. Ouais. On rentre par ici, c'est la chambre. On voit la cloison ici. Ouais, On c'est est là. ça. Hein. Donc là, on est dans le salon ici. Ouais. C'est un petit salon. On n'a pas la surface sur les plans électriques, mais on est sur un salon de quoi, 15 mètres carrés à peine. Ouais, ça doit être à Ok. peu près ça, ouais. Et une chambre derrière, pour le coup, qui elle a une grande porte-fenêtre. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, vous avez 2 T2. Tu rentres par derrière? Ouais, on rentre par la porte, par la petite véranda. Ok, derrière. d'accord. Donc entrée individuelle. Ouais. Ok, ça c'est cool. Et donc en fait, tu as fait le commun juste pour l'escalier qui se situe Ouais, derrière. c'est ça. Ok. Ça, l'optimisation, c'est la base, on le dit tout le temps, mais il faut mieux un petit T2 qu'un grand studio. Il faut mieux un petit T3 qu'un grand T2. Pourquoi? Le prix de loyer va se faire en fonction de la typologie de produit. Si vous avez un studio à louer, vous n'allez pas mettre grand studio à louer et vous allez mettre 100 € de plus. Non, vous n'allez pas mettre grand T2 et vous allez mettre 100 € de plus. Par contre, le studio, vous allez louer 450. Si c'était un T2, vous allez louer 550. Si c'était un T3, vous allez louer 650. C'est ça qu'il faut que vous regardiez, parce que l'optimisation vous rapporte plus de loyer. Donc là, il y a 4 appartements. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez 330 000 €. Ouais. Clé en main, Clé en main. avec frais les de- meubles. Frais de notaire. frais de notaire, ok. ouais. Et combien ça va se louer? Combien il y a de rentabilité? Parce que ça, c'est important. Un T2 ici se loue à peu près 620 €. Ouais. 620 x 4, 2480 €. C'est ça. En location longue durée, Oui. pas d'LCD, Non, pas de non, trucs non. pour cheater un peu Non, les rentabilités. Prix FAI 149 000 €, négo 10 000 €, tarif actant 1 151 355 € pour 110 mètres carrés. Ça fait que l'investisseur a acheté à 1361 € du mètre carré FAI et 1375 € acte en main. Ouais. Donc moins de 1500 €, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Sur Brest, en fait, moins de 1500 €, on est quasi sûr d'avoir un bon résultat à la fin. 178 000 € de travaux, donc Ouais. 1626 € avec les meubles. Donc autant d'achats que de travaux, quasiment. Hein. Quand on dit que le clé en main ça coûte cher, bah pas forcément.
166 000 € pour 4 appartes avec les meubles, 24 952 € de meubles. Petite taxe foncière, la taxe foncière, ça peut vraiment bouger dans votre ville ou pas? Là, on est à 1320 €. C'est à peu près 12 € du mètre carré. C'est pas cher, ok, c'est pas cher à Brest. Et puis après, il y a la PNO et le foncier qui sont quand même mis dans vos études, je vois, 142,08 € par mois. Et donc derrière, dans l'autre page, vous avez une étude de marché à chaque fois. Ouais. Les points forts. Quels sont les points forts de ce projet? En tout cas, c'est ce que vous avez écrit là. Port maritime, les universités apparemment sont pas loin, c'est ça d'ici aussi? Après, c'est bien desservi aussi par le tram. Ok. Et là, vous nous dites quand même les quartiers à privilégier, le centre-ville, Saint-Martin, Jaurès, École Navale et Thalès. Ici, on est au niveau de l'école navale et Thalès qui est plus loin. Et donc, il y avait une plus-value latente, parce que le coût du projet, ici, il coûte 3 002,61 €, alors que vous nous dites qu'en ville, sur ce secteur et sur un T2, on serait plutôt à 3 500 € a priori. Donc, on fait 497 € de plus-value. Donc même si c'est un produit d'investissement, il y a quand même 54 000 € derrière. Il y a des process, il y a des manières de faire, il y a des stratégies, et où qu'on aille, ça marche. On a des projets de toute taille, et ça nous demande d'être bon aussi sur l'art de la division et de la lecture de l'urbanisme. On a fait le salon de la franchise, on est monté sur la deuxième marche du podium, c'était la première fois qu'on y allait, ça faisait même pas 3 ans encore qu'on avait créé la franchise. Ça, on le doit grâce à nos franchisés. Nous avons été positionnés à ce niveau-là, on a gagné grâce aux membres de la famille. Pas grâce à une communication, pas parce qu'on parle plus fort que les autres, parce que le travail qu'on fait se traduit dans les actes et dans les résultats de ceux qui nous ont payés pour pouvoir obtenir ça. Ils sont contents de nous payer, parce qu'ils ont un retour sur investissement qui est complètement dingue. C'est l'une des meilleures gratifications qui soit. Maintenant, c'est une histoire de famille, oui. Ouais. Je suis fier que tous les deux, ils se soient lancés, qu'ils se soient des entrepreneurs, déjà. Je suis fier, parce que moi, je suis un peu, dans ma tête, je suis entrepreneur. J'ai toujours voulu entreprendre de tout ce que j'ai fait. C'est entreprendre et puis de voir mes enfants. J'ai ma fille, j'ai Teddy, mon beau-fils, mais j'ai mon fils aussi, qui est lui aussi entrepreneur. Donc, je pense que déjà, je leur ai donné un peu de ça. Un côté plus humain dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas compte. Stéphane dit je suis heureux de mes enfants. Teddy, c'est son beau-fils, mais il le considère comme son enfant. Ils ont ouvert ça avec sa compagne et on voit qu'il y a vraiment le cœur. J'ai beaucoup de franchisés qui ont cette relation-là, qui ont ouvert avec leur femme, qui ont ouvert avec leur meilleur ami, avec leur beau-frère. Et on ne se rend pas compte, mais c'est aussi des aventures humaines. On fait de l'investissement locatif, on peut se dire c'est facile, mais derrière il y a des vraies histoires de familles qui se montent sur ça. Et c'est assez touchant de voir Stéphane dire ça. Donc là on se retrouve à l'extérieur. Ouais. Bon, donc on a à la fois un rendement annuel, un budget accessible à tout le monde et de la plus-value latente. Donc je dirais que c'est un projet très rentable. On peut apprécier d'une autre manière l'optimisation de l'espace qui a été fait, puisque sur une maison de 100 mètres carrés, il y a quand même 4 types 2. Mais on peut voir également que les appartements du rez-de-chaussée finalement ont littéralement des accès depuis les extérieurs. Ouais, c'est ça. C'était pour limiter probablement la surface des parties communes. C'est ça, plus on limite la surface des parties communes, plus on valorise le bien, parce que plus on vend la surface habitable. Bon, donc une excellente optimisation de l'espace. William et Teddy parlent des accès extérieurs individualisés par appartement. Ça, c'est hyper intéressant parce que dans ce projet, vous voyez, le commun est minuscule. Je n'ai pas les plans, mais je pense que vous avez 4 mètres carrés de commun sur un immeuble qui fait 200 mètres carrés. Moins de commun, plus de mètres carrés loués, plus de mètres carrés loués, plus de loyer et surtout moins d'entretien pour les communs. Là, on est à l'extérieur, on voit des fourreaux. On a très rapidement tout à l'heure parlé des compteurs d'eau. Ouais. On peut peut-être parler un petit peu de Enedis, un des branchements concessionnaires importants. Ouais, là du coup on a tous les dérivations individuelles en fait qui rentrent dans la maison et qui vont être prolongées du coup avec le terrassier jusqu'en limite de propriété. Donc souvent on a deux grands cas de figure. On a comme ça une maison individuelle un petit peu en retrait et les coffrets coupures sont souvent en limite de propriété. Donc là on a un coffret coupure en limite de propriété, puis la connexion avec la colonne montante ou directement les logements, puisqu'ici on n'est que sur 4 logements, 4 lots, donc il y a ce qu'on appelle des DI, des dérivations individuelles, qui partent toujours du coffret coupure et qui vont alimenter la GTL de chaque logement. On a un autre cas de figure, ça consiste à avoir un immeuble de rapport en pied de rue, et là on a un coffret coupure qui est encastré dans la façade, et jusqu'à 6 appartements, on peut avoir des dérivations individuelles qui partent de ce coffret et vont alimenter directement les GTL, les gaines techniques électriques des logements, ou alors on a ce qu'on appelle une colonne montante, avec les compteurs dans les colonnes montantes, et ensuite seulement ça part dans les logements. Donc là tes dérivations individuelles sont ici en attente, quoi. Ouais, elles sont en attente qu'on fasse le terrassement pour les places de parking. On reprend les parties communes, on va pouvoir probablement voir les cloisons SAD. Je laisse nous montrer le reste du projet. Là c'est intéressant, il parle d'Enedis. On conseille vivement chez De Rent Company de faire systématiquement des divisions
de compteur d'eau et de compteur d'électricité, ce qu'on va appeler communément le Linky, d'accord? Ça coûte un peu cher, ça va vous coûter en moyenne entre 2000 et 3000 euros par appartement, les deux compteurs réunis, les deux demandes. Par contre, quand vous allez vouloir revendre à la découpe, si vous avez 10 appartements et que vous avez bien les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité, vous allez faire un état descriptif de division, c'est-à-dire avec un géomètre, on va dire, il y a le lot 1, 2, 3, 4, 5, et vu que vous aurez vos compteurs individuels, vous n'aurez pas ce travail-là à faire. Il faut mieux le faire au moment de la rénovation qu'après. Je vous conseille, ça va vous coûter beaucoup moins cher au final. Au niveau des relations avec la franchise et la tête de réseau, du coup, on a des valeurs communes en fait. C'est ça qui m'a fait rejoindre le réseau. On travaille en bonne ambiance en fait. C'est pas une grosse franchise, donc ça reste relativement familial en fait. On a accès à tout le monde de la tête de réseau facilement. J'aurais jamais fait ça tout seul en fait. J'avais vraiment besoin d'une base solide en fait pour pouvoir me lancer. On connaissait le système de rente, on connaissait comment fonctionnait de rente. On nous a proposé le secteur, on n'a pas hésité. Ça, c'est touchant parce que Teddy dit « Sans De Rennes, je ne l'aurais pas fait ». Et Teddy, comme Romain, c'est nos premiers franchisés. Romain, vous allez le voir dans des épisodes après. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé ce Tour de France avec Teddy. C'était le premier ex-aequo avec Romain. Et c'est assez touchant de voir tout le chemin qui a été fait en 3 ans. Parce que maintenant, ils sont 35 franchisés. Et je trouve qu'on met toujours autant de cœur avec le 35e que le premier. Donc vraiment, merci Teddy d'avoir dit ça. Donc là, on voit une partie privative, partie non chauffée. Derrière, ce sont les logements, locaux chauffés. Dans ces cas de figure, on a un process, un mode constructif qui est un petit peu différent. Ces cloisons-là ne sont pas les mêmes qu'une cloison de distribution au sein d'un même logement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce mode constructif? Ouais, alors entre les logements, du coup, on fait des cloisons SAD. Donc c'est deux rails de 48 en fait, espacés d'à peu près 1 cm et isolés à l'intérieur. Et deux plaques de placo de chaque côté de la cloison. Donc c'est une double cloison. Double cloison, ouais. Qui accueille un isolant non pas acoustique mais thermique, puisqu'on est entre un local chauffé et un local non chauffé. C'est ça. Et on a non pas 2 feuilles de BA13 mais 4 pour le coupe-feu. C'est ça. Puisqu'il faut assurer un coupe-feu d'1 heure, qu'une feuille de placo c'est 15 minutes, donc a priori 4 fois 15 minutes, ça fait 1 heure et c'est comme ça qu'on reconstitue le coupe-feu nécessaire. Ok, super. Là, tu as des portes qui ne sont pas non plus les portes de distribution. Il y a des joints, il y a différents trous. C'est une porte palière. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Alors, c'est des portes palières. Donc, c'est des portes spécifiques pour les entrées d'appartements qui sont coupe-feu, pareil, 30 minutes du coup. Et réduisent aussi également le bruit. Une porte palière, le plus souvent, on va mettre des portes de 83. Un tout petit peu, enfin, minimum 83, quand on peut même 93. Elle a une ferrure, donc elle est renforcée. Fermeture 3 points, souvent c'est exigé par les assurances. Et elle a une tenue au feu de 30 minutes minimum. Ça, c'est une obligation légale. Il y a un joint acoustique, mais qu'on trouve aussi souvent sur les portes de distribution maintenant. Voilà, donc là, on est dans le logement. La GTL, en général, elle n'est pas très loin. Cette fameuse gaine technique électrique dont on parlait tout à l'heure avec Enedis. Elle va être ici, du coup, la GTL. Donc, on la met suffisamment proche des communs pour faciliter le passage des câbles, du coup. Donc, le fourreau qu'on voyait tout à l'heure, qu'on appelait une DI, une dérivation individuelle, elle vient alimenter directement l'appartement en question. Ouais. Ok. Alors, on va passer en goulotte après dans les parties communes, du coup, c'est la demande d'Enedis. Les goulottes IK10 démontables, coupe-feu. Coupe-feu, ouais. On n'a pas le droit encore d'encastrer les câbles d'alimentation. Je vois que les câbles sont déjà sortis pour l'électricien, les bandes ne sont pas faites, c'est volontaire? C'est pour pouvoir rattraper un câble? C'est pour pouvoir rattraper un câble, on essaye de le faire maintenant. Ok, donc là, systématiquement, il y a un joli plan comme ça qui explique à l'électricien par anticipation exactement où il va trouver les différents organes. C'est ça. Tu peux peut-être nous commenter un petit peu ce plan électrique qui est support de travail, qui est fourni aux artisans? On fournit systématiquement un plan comme ça à tous nos artisans, avec du coup la légende et tout le schéma en fait électrique, l'emplacement de chaque prise, de chaque interrupteur, de chaque spot, du tableau électrique aussi du coup. Donc c'est vraiment cadré carré jusqu'au bout en fait. C'est ça. La période de préparation sur un chantier c'est vraiment essentiel. C'est essentiel. C'est un petit peu comme un train qu'on voudrait passer à grande vitesse. Avant on monte tous les organes, on serre tous les boutons, on met tout comme il faut, puis quand on le met sur les rails, après on peut pousser fort. En fait un chantier c'est pareil. La période de préparation elle peut être sous-estimée chez les grandes compagnies, elle est vraiment regardée avec beaucoup d'attention parce qu'une bonne préparation ça rend prédictible le bon déroulé du projet et l'atteinte d'objectifs et pour nous en termes de chantier et pour l'investisseur en termes de projet. Donc là Teddy, tout à l'heure on a parlé de la cloison SAD, là je vois que c'est une cloison moins épaisse, une cloison de distribution. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de cloisons et puis surtout les différents types d'isolants qu'on met dans nos rénovations? Alors tout ce qui est cloison de distribution du coup à l'intérieur de chaque appartement c'est beaucoup plus simple, c'est un rail de 48 et une plaque de placo de chaque côté et un isolant de
45 mm acoustique. Et pour ce qui est des plafonds, alors quand on est dans les combles, on met de la laine de verre de 300 mm. En une couche croisée? On la met en une couche. Et tout ce qui est sur les murs périphériques, en fait, tout ce qui est mur mitoyen, on va isoler en 75 mm. Et ce qui donne à l'extérieur, on isole en 140 mm. Quand tu mets 75 mm sur les mitoyens, tu fais un DPE projeté avant pour valider le dispositif? Non, on ne fait pas de DPE projeté, mais avec le recul qu'on a aussi sur nos anciens clients, comme on utilise toujours le même type de matériaux, d'accord, on a quand même du recul sur ce qu'on sort. C'est peut-être l'avantage de la standardisation finalement, c'est que on capitalise sur une expérience et ça rend vraiment les résultats prédictibles, sachant qu'on a quand même l'engagement chez Doran Company systématiquement d'arriver avec un minimum de DPED. Ouais. C'est pas rare d'arriver avec un DPEC, mais ça va plus dépendre finalement de la surface moyenne. Lorsque les appartements sont finis, un diagnostiqueur va venir et va regarder l'isolant qu'il y a dans les murs, la qualité des menuiseries, les épaisseurs d'isolant, le mode de chauffage, le ballon d'eau chaude. Et ça, étant donné qu'on a standardisé chez Doran Company, eh bien on met toujours les mêmes radiateurs, on met toujours les mêmes isolants, on met toujours les mêmes ballons d'eau chaude et on sait qu'on tombe dans du D ou dans du C. Pourquoi on est entre les deux? Ça va dépendre de la taille de l'appartement. Un T2 qui fait 30 mètres carrés, avec le ballon d'eau chaude qui fait 40 litres, vous serez plutôt dans un C, puisqu'on va ramener entre guillemets ces 40 litres aux 30 mètres carrés. Le même T2 qui fait déjà plus de 25 ou 24 mètres carrés, la quantité d'eau va être la même, mais la surface est moins grande. Donc forcément, ça va un peu abîmer ce qu'on appelle le GES, le gaz à effet de serre. Il y a deux en fait canaux de notation, la qualité d'isolation, mais aussi la qualité des produits qui chauffent l'eau et qui chauffent la maison. Donc en électrique, c'est ça qui va jouer, et donc ça vous fera tomber soit dans du C, soit dans du D. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en D, et on sera très largement pas menacé dans les 40 années à venir, parce que c'est difficile de faire mieux que ce qu'on fait déjà. Et sur un plancher intermédiaire, on isole quand même? Oui, on isole. Alors quand c'est une dalle béton, on isole beaucoup moins. Tout ce qui est plancher bois, en fait, on peut mettre de la 200, mais si on a la place, on peut aussi mettre de la 300 en fait pour l'acoustique. Donc sur un plancher bois, entre les solives, en effet, on met 200 mm d'isolant. Quand on a un petit peu de place au niveau des retombées de linteau, on va croiser avec 100 mm supplémentaires. Même sur un plancher béton, on va isoler avec une laine de 100, mais on va surtout mettre des bouts d'isolant pour ne pas laisser rentrer le faux plafond en résonance et créer de l'inconfort. L'isolant dans cet endroit-là, il va pouvoir absorber le bruit, parce qu'après, fondamentalement, entre deux logements qui sont des locaux chauffés, on n'a pas de nécessité d'isoler. On va le faire pour un plancher bois, non pas forcément pour le thermique, ça va être surtout pour l'acoustique, puisqu'il n'y a pas suffisamment de masse sur un plancher bois. Bien sûr, si on était au-dessus d'un porche, si on était sur une cave ou au-dessus d'un vide sanitaire accessible, nous aurions également isolé avec des isolants rapportés, toujours pareil pour traiter au mieux d'un point de vue thermique. Donc après, Teddy, on a parlé de la GTL, on a parlé des cloisons, je suppose qu'il y a une salle de bain quelque part dans l'appartement. Ouais, la salle de bain, du coup, on la met dans la chambre en fait. D'accord. Salle d'eau couloir, donc plutôt salle de bain couloir, ouais. On est toujours dans l'optimisation de l'espace là. Il n'y a pas de porte, je pressens qu'il y a une raison particulière. Il n'y a pas de porte, justement pour que la chambre fasse 9 mètres carrés. Ok. Salle de bain comprise. Vraiment littéralement ce qu'on appelle l'optimisation de l'espace pour rendre les choses réglementaires. C'est ça. Ouais, pour aider à projeter un petit peu où se trouve le bac à douche, où se trouve l'évier. Alors, le bac à douche, lui, il va se retrouver du coup ici, 80-80, le meuble vasque du coup de ce côté-ci. Ici, cette cloison-là va devoir être prolongée du coup avec l'interrupteur de ce côté-là. Et on va retrouver un dressing ici. Et le lit, lui, va se retrouver du coup ici avec un bureau de ce côté-ci. On respecte les 9 mètres carrés minimum. Et ça reste parfaitement fonctionnel. C'est fonctionnel et ça permet du coup d'agrandir aussi la pièce de vie. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Ici, on voit bien que ça sert parce que la surface est un peu plus petite, donc l'optimisation d'espace va être d'autant plus importante, mais l'appartement de l'autre côté est un peu plus grand. Un petit peu plus grand, et évidemment, ça marche aussi. On vous montre ça tout de suite. Je suis un peu trop gentil peut-être. Faut une certaine fermeté. Enfin, on n'est pas là pour fouetter les gens, mais il faut savoir se faire respecter. Cette partie-là, peut-être, qui est pour moi la plus compliquée. On a changé 3 fois de plaquiste, quoi. On prend un plaquiste, on part en vacances. Il me dit, il n'y a pas de problème, Stéphane. Tout ça, ça sera plaqué quand tu reviens de vacances. Je suis revenu une semaine après, rien n'était fait, quoi. Ou c'est là où j'ai commencé à lui dire, non, on arrête, terminé, tu viens plus sur le chantier parce qu'il y a plein de défauts partout. J'ai dit, non, je ne peux plus accepter, donc il a fallu avoir jusqu'à 3 plaquistes. À côté de ça, nous, on perd du temps. Et comme on a, avec le système de rente, on a cette pénalité qui est dans le contrat qu'on va faire avec les clients, comme quoi on va verser la moitié loyer au-delà du délai qui était prévu, quoi.
Ça, on s'en rend pas compte, hein. D'être trop gentil, c'est fou dans le bâtiment. C'est bien, pour moi, c'est une qualité d'être trop gentil. Stéphane est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Il travaille super bien, mais d'être trop gentil, c'est vrai que les artisans et même les salariés, parfois, en profitent. Les vols sur les chantiers, les gens qui viennent pas sur le chantier, on s'en rend pas compte, mais on est toujours entre deux eaux à être le méchant, ou quand on est gentil comme Stéphane, à se sentir méchant avec les gens, ou trop gentil, et quand on est trop gentil, souvent on se fait bouffer. Attention, quand on investit, parfois vous allez être confronté à des gens qui vous mentent, qui ont volé, etc. Et il faut garder son sang-froid et rester respectueux, même si honnêtement il y a des situations qui sont compliquées. Les ressources humaines, c'est compliqué, c'est de ça qui vous parle, c'est intéressant. Très très belle pièce de vie qui est pensée pareil, mais j'aimerais qu'on s'arrête à nouveau sur la chambre où tu as également intégré une salle d'eau couloir, toujours dans le souci de l'optimisation de l'espace. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'organisation de la chambre et avec quelle habileté tu as créé la salle d'eau? Parce que je vois que le toilette est dans la continuité. De la salle d'eau, ouais. Donc là, on va retrouver le lit en fait plutôt sur cette partie et la salle de bain couloir ici, donc avec le bac de douche 80-80 toujours ici et le meuble vasque dans le coin ici en fait. Donc salle d'eau ouverte sur la chambre et au dos de la douche, tu as logé le toilette dans un souci de mutualisation des alimentations d'eau et de gestion des évacuations des eaux. On essaye de regarder un petit peu ça aussi parce que sinon ça coûte de l'argent de tout déplacer. Enfin, on déplace tout, mais l'optimisation de l'espace, elle est dans la gestion des parties communes et la distribution des logements. Elle est d'un point de vue technique, la mutualisation des évacuations des eaux usées, des eaux vannes, les distributions d'eau. Et elle est dans la gestion de l'espace où on vient mettre au dos un toilette, une douche qu'on retrouve salle d'eau couloir ouverte sur la chambre, et tout ça, ça fait qu'on est créateur, non pas de surface, mais créateur d'opportunités à l'échelle d'un projet. C'est ça, et ça va vraiment même au moment du dessin en fait. Des fois ça nous arrive de retourner une cuisine parce qu'on avait mis par exemple l'évier un peu trop loin, ou on avait mis l'évier là, mais du coup parce qu'on a tous nos évacs qui passent dans le centre plutôt de la maison, en fait on a décalé l'évier ici en fait. Alors c'est très bien parce que du coup ça revient sur l'importance de la préparation, parce que là tu nous as ramené au dessin et en fait c'est par là qu'on commence. Alors il y a la projection lors de la visite, mais ensuite il y a cette période de préparation où on va rédiger un cahier des charges. Ça peut faire une dizaine de pages pour un appartement, ça peut faire une centaine de pages pour un immeuble de rapport, et le cahier des charges va tout consigner étape par étape et va être agrémenté des différents plans 2D, plans 3D, les vues réalistes et ensuite tous les plans techniques. Et c'est vrai qu'à l'élaboration du plan, là c'est là où on pense vraiment l'optimisation du projet, et c'est vraiment cette phase préparatoire qui va, sa qualité va dicter le déroulé du projet avec un maximum de perfection. Tu as raison de nous ramener sur cette phase préparatoire que sont les plans de réalisation du projet. Parfait, merci beaucoup Teddy. On se fait une petite conclusion, débrief avec les gars en bas, et puis donc maintenant on va aller déjeuner, parce qu'on a beau travailler beaucoup, il va falloir se restaurer, et donc ensuite nous poursuivrons sur un autre chantier situé à Guipava, une ville limitrophe à Brest. Ok, du coup moi c'est Thomas Ribard, je suis responsable chargé d'affaires sur le secteur de Lorient. J'étais anciennement militaire et là du coup j'ai reconversion chez Dorand Compagnie. Je suis investisseur depuis 2018, donc j'avais fait du LMNP, j'avais fait des résidences principales, et l'immobilier c'est venu naturellement dans un groupe d'investisseurs. J'ai pu rencontrer Teddy qui m'a donné cette opportunité de travailler chez Dorand Compagnie. Donc j'ai saisi l'opportunité et j'en suis très heureux aujourd'hui et j'ai hâte de continuer l'aventure. Grosso modo, mon but c'est de trouver... Le secteur de Lorient est très attractif parce qu'il y a une forte demande locative. Moi-même qui ai investi depuis 2018 plusieurs appartements à des étudiants, et une très grande demande, ça va encore augmenter ces dernières années. Ça rassure sur le secteur parce que du coup, comme il y a beaucoup de concurrence, c'est que le marché est porteur et c'est que le marché est intéressant. Mais du coup, il faut se battre, il faut être très rapide sur l'offre à faire. Par exemple, le projet à Caudan, le client a été extrêmement réactif. Il a fait une offre sans avoir visité, il a vu la vidéo que je lui avais envoyée, etc. Il a fait une offre dans les 24 heures, l'offre a été acceptée et le projet a été validé comme ça, quoi. Quand je propose un projet qui est rentable, il faut qu'il soit réactif parce que le marché il est très demandé, donc voilà, faut être réactif, quoi. Les peurs que vous pouvez avoir en tant qu'investisseur, c'est si les travaux ou le budget travaux explose. Alors déjà, il va falloir s'assurer qu'avec le professionnel avec qui vous travaillez, il ait fait un devis le plus détaillé possible. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup érudit, c'est pas évident de savoir s'il est suffisamment détaillé ou pas. Ensuite, il va falloir vérifier s'il est à jour. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il va falloir lui demander s'il a d'autres projets.
appelez les investisseurs qui ont travaillé avec ce professionnel. Chez De Rent Company, c'est très simple. Le taux de travaux supplémentaires en ce moment, il est d'1,85%. Le taux de travaux supplémentaires intègre aussi les options que nos investisseurs rajoutent. Donc en moyenne, eh bien, il faut prévoir à peu près 2% du budget chez nous. Et ça, c'est important. Si vous sentez que l'artisan est peut-être limite un peu dans le budget, il n'y a pas de magie dans les travaux. Si vous avez 200 mètres carrés à rénover et vous trouvez quelqu'un 20% moins cher, soit il met des matériaux de moins bonne qualité, soit il a baissé sa marge, mais dans tous les cas, il va devoir la refaire, ou pire, il va fermer. Donc, parfois, il faut mieux un bon prix travaux et où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de déplacement, plutôt qu'un prix qui est 30% moins cher et qu'on vous rajoute au fur et à mesure. Pour ça, allez voir des projets en cours et analysez le devis. L'intelligence artificielle peut vous aider en plus. Teddy, on vient d'arriver à Guy Pavard. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire en quelques mots, nous décrire le projet? Projet du coup de division d'une maison en 8 appartements. Au rez-de-chaussée, on a 2 T2, un studio. Au premier, la même chose. Et dans les combles, du coup, on a deux T2. Ouais, vous créez du stationnement derrière, c'est Derrière ça? la maison, ouais. Devant? Il y en a 2 devant. Ok. Le reste des stationnements est derrière. Du coup. Ok. Et la mairie, au dernier moment, tu nous dis ça dans le déplacement tout à l'heure, ils t'ont demandé une place de stationnement supplémentaire. Supplémentaire, ouais. Il y a 8 appartes et ils Mais veulent 9 9 places. places de stationnement, ouais. Parce qu'on a supprimé du coup un garage de plus de 15 mètres carrés. Ok. Donc du coup, on leur doit une place de stationnement, Stationnement de plus, supplémentaire. malgré qu'on n'a que 8 appartements. Ok. Donc il y aura un appartement qui aura 2 stationnements. Il y aura une place visiteur, PMR du coup. Ok, d'accord. Donc c'est quoi la typologie? C'est qui a acheté ça? Ici, c'est 3 propriétaires différents. Donc opération de marchand de C'est biens, ça. le marchand a acheté, il a divisé C'est ça. et il a revendu avec tes travaux les plateaux par plateau. Par plateau, ouais. Ok. C'est ça. D'accord. Des locaux, des gens d'ailleurs, un mélange des deux. Des gens d'ailleurs. Il n'y en a aucun qui habite dans le 29? Non, aucun. Aucun propriétaire. Non. Et la typologie de ces gens-là, c'est des couples, c'est des CI, C'est des couples. C'est Ok. des couples de jeunes actifs. Les budgets de départ en fait étaient pas très élevés vu que c'est vendu par plateau. Sur 250 000 € à peu près pour un plateau de Ok. 3 appartements. 3 appartements. À Guy Pavard, on est à 15 minutes de Brest, C'est ça. à peine. En tout cas, on a fait 15 Ouais. minutes pour venir. Est-ce que tu peux nous décrire la maison techniquement? Après, on va faire le tour, hein, mais c'est une maison des années 70-80. 70, Dalle béton. dalle béton ici, dalle béton pour le premier et après c'est plancher plancher, bois dans les plancher combles, bois. du coup, ouais. Toiture, elle était en bon état la La toiture? toiture est en bon état. Ok. On a juste rajouté des Velux. On a fermé aussi des chiens assis sur le façade de la maison. Pourquoi vous avez fermé les chiens assis alors? C'était pour unifier C'était l'ensemble? des chiens assis, mais tu sais, les triangles. Ah oui, ok, des petits triangles. Ouais, Ok, voilà. des petites lucarnes. Donc c'était en bon état. Ouais. Et après, vous avez tout cassé. Comme on Tout voit cassé, là. ouais. Ok. Ouais, ouais. Et donc là, vous êtes à la phase d'implantation. Tout a été implanté. Ok. Les réseaux sont passés. Chacun a un compteur d'eau et d'électricité. Oui. Du coup, là les tranchées ont été faites. Toutes les tranchées ont été faites au niveau EUZ et Enedis. Les ICADIS sont toutes en place. Là, on est au niveau du rez-de-chaussée. Ici, on va avoir une dalle qui va être coulée. Donc la marchandise est déjà dehors, prête. Il n'y a plus qu'à mettre dans la bétonne. Tu peux nous dire ce que c'est ces évacuations-là? Là-bas, c'est les fourreaux d'Enedis, c'est ça? Et les cheminements Oui. d'Enedis, hein, vôtres? C'est ça, qui vont arriver là sur, sur une distribution. Donc du coup, là, tu me demandais par rapport aux tuyaux ici, aux tuyaux de 40, moi ça c'est des tuyaux pour la partie douche et lavabo. Ici on est sur le lavabo plutôt, parce qu'on est sur un petit diamètre de 30, 32. Et l'autre là-bas? L'autre là-bas c'est la cuisine. Ici on est sur 3 appartements 3 appartements. à ce niveau-ci. D'accord. Donc derrière toi, il y a une évacuation d'eau usée. Oui, Donc c'est là, on ça. le voit, enfin d'eau usée, de WC, pardon. Donc là on est sur une remontée en 100. Mhm. Qui va comprendre là ici déjà le WC qui va être ici et qui comprend les WC qui vont être à l'étage. D'accord. Ainsi que là on voit des tuyaux de 40 également pour des évacuations de T'as- lavabo de douche. T'as un autre accord ici, c'est pour venir repiquer un... Ici on va un- avoir quelque chose. ici en fin de compte ça va être le trop-plein du chauffe-eau D'accord, ok. Ah oui. qui oui. lui va se retrouver au-dessus du WC. Là, t'as un WC, là, t'en as un autre. Oui. Et le troisième, il est... Et le troisième il est là-bas. Ok. Ouais. Oui, donc là, il y a... Ouais. Il y a un jeu de... Donc à chaque fois on a des remontées qui permettent, donc ici on a 2 remontées, 3 remontées pour Ouais, c'est ça, pour aller chercher aussi. aller chercher les étages supérieurs.
Donc ça, c'est toute l'étape numéro 2, l'étape de préparation. Préparation. Vous avez tout démoli en étape numéro 1. Ouais. Et ensuite, la préparation, en fait, c'est le jeu d'acheminer Ah, l'eau, d'acheminement, d'évacuer. C'est la partie qui reste la plus complexe. Par rapport au plan que tu as dessiné. Plus on va multiplier en fin de compte Ouais, c'est ça, bah, là, le on nombre voit déjà. d'appartements. Ouais, ok. Parce qu'en plus, ça va tomber dans les cloisons, j'imagine. Ah bah il faut que ça soit invisible. Donc là, vous avez fait la démolition, vous avez fait la préparation, vous avez remplacé toutes les fenêtres, on les voit ici. La question qu'on peut se poser quand on veut rejoindre De Rent Company en tant que franchisé, c'est qu'est-ce que m'apporte De Rent Company? Alors déjà, on vous apporte un savoir-faire, on vous apporte une formation et on vous apporte un tas de process. En plus de ça, on va vous apporter un logiciel qui fait de multiples choses et ce coût de logiciel, finalement, est beaucoup moins important que si vous preniez un abonnement. Ensuite, on a également centralisé des abonnements pour le logiciel de plan, des abonnements pour Le Bon Coin, etc. Ensuite, derrière, vous avez également un suivi. Vous avez une personne en animation qui vient vous voir 2 jours toutes les 6 semaines pendant les 6 premiers mois. Ensuite, c'est toutes les 8 semaines. Cette épaule, finalement, ce conseil, eh bien, vous l'avez directement intégré dans le service De Rent Company. Ça vous apporte également de la clientèle. Donc, c'est finalement du marketing que vous n'allez pas avoir à développer. En moyenne, je dirais que ça vous fait gagner entre 3 et 5 ans. On le voit, le modèle de la franchise vous fait gagner de l'expérience et donc du temps. Si vous n'avez pas envie de perdre du temps, si vous avez envie de vous rémunérer assez rapidement, le modèle de franchise est à mon sens le meilleur modèle en France pour entreprendre aujourd'hui. Teddy, tu nous parles un peu du projet. Combien ça a été acheté? Combien ça coûte de rénover 8 appartements? Ça a été acheté 313 000 euros. Ok. Combien il y a de travaux? Projet total, c'est 573 000 euros. Il y a à peu près 360 000 euros de travaux. Rentabilité, type d'appartement? On est sur 10%. On est principalement sur du studio et T2 avec beaucoup plus de T2 que de studio. Ok. Sur les 8, il y a combien de T2 et combien de studio? Il y a 6 T2 de studio. Location longue durée? Location longue durée. Ouais. Ok. Combien ça se loue à Guy Pava? C'est le même prix qu'à Brest, on est à 15 minutes de Brest à peu près. Il y a une légère différence, il y a plus de demandes, il y a moins de demandes. Il y a peut-être un peu moins de demandes, pas le même type de locataire, du coup ici on va plutôt être sur des jeunes actifs. En prix de location, en fait, on va être relativement pareil que Brest, 20 € de moins que sur Brest, donc on va être plutôt sur 600 € pour les T2. Avec le stationnement, ou tu loues le stationnement à côté, ou c'est inclus dans... Non, c'est inclus dans les 600 €. On est 20 € moins cher à Brest, mais on est sûr d'avoir une place de stationnement. C'est ça. Donc c'est vraiment le jeune actif qui a sa voiture et il veut pas être dans Brest parce que parce qu'il y a plein de raisons à plus vouloir être en ville. Ouais. Guy Pava, c'est au nord de Brest, c'est là où il y a l'aéroport, non? C'est ça? C'est ça. Enfin, je vois ça au nord de Brest, moi je suis nul en géographie. Il y a l'aéroport de Brest. Il y a l'aéroport de Brest, ok. Combien il y a d'habitants à peu près? À peu près 15 000 habitants. Ok, donc c'est une petite ville autour de Brest, mais ça fait partie de l'agglomération. C'est ça. Ok. Tu nous as parlé de chiffres tout à l'heure un peu. Est-ce que tu peux nous préciser, par exemple, là on va partir avec Stéphane, qui est en fait le chargé d'affaires, associé avec toi, si je dis pas de bêtises, et il va nous faire le tour du projet. Mais combien ça a coûté de démolir? Ça peut être bien qu'on ait les chiffres en tête. La démolition, les fenêtres, combien il y avait à peu près de fenêtres, on va regarder ça tout de suite avec Stéphane. Tu peux nous dire un peu les prix, les détaillés, qu'on se rende compte quand on va faire le tour, de combien ça peut coûter. Okay. Ici, la démolition, on est sur à peu près 12 000 € pour la totalité du chantier, donc pour les 3 étages. Surface de la maison? 210 mètres carrés. 210 mètres carrés, 12 000 €, à peu près 50 € du mètre carré, même si, bien sûr, il faut faire attention, les prix au mètre carré, ça veut pas tout dire. S'il y a une cheminée, s'il y a besoin d'une benne, c'est des coûts fixes, donc on fait toujours attention avec les prix au mètre carré. Et c'est que l'intérieur, donc tout ce qui est extérieur n'est pas... Ok, l'intérieur de la maison, le fait de la remettre à nu, il y avait ici c'était un garage. Ici c'était un garage. Donc vous n'avez pas eu de faux plafond à déposer. Ici on n'a pas beaucoup cassé de choses. Ok. Menuiserie, combien on a de fenêtres à peu près? On en a 12 ou 13 il me semble. Ok. Et combien ça a coûté? 18 000 € pour le... Ok. Il faut compter entre 1000 et 1500 €. C'est ça. Il y a des grandes portes-fenêtres, on va les voir aussi après tout à l'heure. Et le placo, ça peut être intéressant. Après, c'est pas fait, donc on va pas en parler, mais le placo, pour faire 8 appartements, je veux toujours qu'il y en ait 9. On est sur 73 000 € ici pour la totalité du placo. Donc et placo, porte, bande, cloison coupe-feu, tout ce qui va bien. Et on verra sur un chantier comme ça, c'est à peu près 1000 mètres carrés de plaques de plâtre. 1000 mètres carrés? Ouais. Ok, pour 210 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Ouais. Parce que ça s'explique parce que c'est petits appartements. Petits appartements, SAD aussi, donc 2 fois plus de placo que les cloisons classiques. Ok, bon bah écoute, tu nous passes la main avec Stéphane. Stéphane, bah de toute façon on bouge là avec toi, hein. Ouais. On est dans le mouvement. Top, pas si vite. Si tu veux voir la suite du chantier, il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est sympa, voici quelques extraits. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure.
C'est impressionnant les poutres là. Donc vous n'aviez pas prévu. On savait que de toute façon, Il y aurait quelque chose. il fallait qu'on mette parce que sinon on n'aurait pas pu faire une division. Alors c'est un talis qui appartient à la commune. On a une voisine qui n'est pas contente, donc Ok. qui nous pose régulièrement un panneau. Donc il t'appelle, bonjour, on arrête tout. Donc là, la voisine qui t'embête pour les talus, qui va voir la mairie, qui te fait bloquer le projet 4 mois. Donc si elle te fait perdre 4 mois, ça fait 10 000 balles. C'est ça. D'accord, ok. Allez, t'as pas envie de les perdre, des 4 mois. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.